Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts pour la première émission de 2020. Alors pendant une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine et des quelques jours avant en revue. Alors, on va parler d'auto évidemment, son salon, ses parkings, sa zone 30. On va parler des États-Unis et de l'Iran qui crisent, des eaux qui sont mal vues par l'instruction publique d'Ixelles, du fédéral sans gouvernement et des 5 ans après l'attaque contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. 4 experts pour analyser et mettre sur le grill 2 invités politiques pleins de promesses. Tout d'abord, Shuna Lomponda, communicante qui promet de communiquer utilement en 2020. Bonjour. Bonjour. Vincent Liévin, journaliste indépendant politique et santé qui promet d'ores et déjà de revenir. Évidemment, et bonne année à tout le monde. Aurore Pénois, journaliste à vivre ici à l'RTBF qui s'engage à vivre là-bas. Et ici, un peu quand même. Et Marcel Sel, romancier et chroniqueur bien résolu à ne plus troller ni à se faire troller en 2020. Ah non, pas du tout. Ah non, on continue, non. Alors, 5 ans déjà que nous avons appris à midi l'atroce tuerie chez Charlie Hebdo et que nous avons ensuite suivi la suite des assassinats pendant presque 72 heures. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Alexis Gonzalez et Charles Carpro se sont rendus dans 2 écoles de la ville de Bruxelles, à Léon-Lepage et à Demotte-Couvreur, pour savoir ce qu'en disent les rétos d'aujourd'hui. 5 ans plus tard, l'attentat contre Charlie Hebdo est toujours dans les esprits des élèves. Dans cette classe, beaucoup étaient à peine âgés de 12 ans à ce moment-là. Je connaissais pas trop Charlie Hebdo, donc je savais pas ce qu'il faisait, je savais pas ce que c'était. C'était la toute première fois que je voyais un attentat, que ce soit à la télé ou ailleurs. Même le 11 septembre, enfin, je connaissais l'histoire, mais j'avais jamais vu à la télé. On avait peur un peu de sortir, etc. Donc ça, on va pas dire qu'il y a eu une marque directe, mais ça a affecté un peu le moral. Parce que ça touche aussi notre communauté, qui est la communauté musulmane. Et après, il y a eu pas mal de répercussions. À l'école, beaucoup de débats ont été menés en classe ou lors d'événements, des débats sur la liberté d'expression. Je pense que les caricatures, c'est pas important. On est libre de dessiner ce qu'on veut et voilà. Et je pense que les auteurs qui ont fait ça, ils ont fait ça au nom de la religion, alors que la religion elle-même interdit leurs actes. On peut tout aborder, il n'y a jamais de problème, les élèves ne sont pas du tout crispés, donc on parle plus souvent des caricatures de Charlie Hebdo pour le moment, parce que ça fait quand même 5 ans que ça s'est produit, mais ça peut arriver qu'on parle de religion, et écoutez, franchement, ça se passe très très bien. Dans une autre école, certains se souviennent de la sensibilité du débat sur la liberté d'expression. Il y a des personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas de fumée sans feu et qu'on peut caricaturer des choses de la vie, etc. Mais quand on s'attaque à des religions, voilà, ça reste un point sensible, on le voit bien, il y a des choses qui passent et il y en a d'autres qui ne passent pas malheureusement. Et peut-être que ces personnes-là l'ont pris comme un blasphème. Le débat existe donc, mais certains élèves estiment qu'il est toujours risqué de caricaturer la religion. Non, je ne pense pas qu'on peut rire de tout. Parce que oui, ok, il y a de la liberté d'expression, mais elle a une limite. Parce qu'aller jusqu'à caricaturer des religions et des prophètes, je ne pense pas que c'est la bonne chose à faire. Parce que ça choque? Bien sûr, ça choque. Et après, ça va pas aider à ce que les attentats s'arrêtent. Je pense que ça va plus les provoquer. Les sujets plus difficiles à aborder sont ceux qui, en général, ont trait à la religion. Ça, c'est un fait. Il y a parfois le port du voile aussi qui peut poser un problème, notamment lors de visites à l'extérieur ou des choses comme ça, puisque notre école et la ville de Bruxelles donc, demandent de ne pas porter le voile, bien sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident à gérer et à régler. Il y a d'autres problèmes, mais justement, concernant la liberté d'expression avec Charlie Hebdo, etc. Dès que ça touche à la religion, c'est sûr que c'est plus sensible. Pas de sujet tabou donc, mais des sujets sensibles. 5 ans après, l'émotion est moins vive, mais le débat est lui toujours ouvert. Alors Shuna Lomponda, 5 ans après, alors est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a reculé, est-ce qu'on stagne, où en est-on en matière de liberté d'expression? 5 ans après, on le voit d'ailleurs après ce reportage, que le souvenir pour certains est encore vivace, que le débat sur ces questions reste sensible, liberté d'expression essentielle pour nos démocraties, mais ça reste toujours un point sensible. Et la question fondamentale, toute émotion mise de côté et au-delà de la liberté d'expression, il serait bon de savoir 5 ans après où en est-on également pour le vivre ensemble, car le favoriserait aussi le dialogue et le débat. Alors et vous, Vincent, qu'en pensez-vous, Vincent Liévin? Mais quand on voit par exemple, une des problématiques c'était les caricatures, et aujourd'hui quand on voit qu'un média comme le New York Times recule par rapport aux caricatures, en tout cas dans son édition internationale,
c'est un signe qui est interpellant et qui est inquiétant, parce qu'il faut pouvoir laisser une liberté aux caricaturistes. Je crois que c'est fondamental. Aurore Penoir, vous ne dessinez pas, non, mais vous avez un avis là-dessus quand même. Non, il y a 5 ans, en fait, j'avais espéré que pour les mois qui allaient suivre, justement, ça allait vraiment libérer la parole et de se dire, ben voilà, on peut aller beaucoup plus loin dans la liberté d'expression. Et on va être soutenu parce qu'il y a eu ce drame. Et en fait, 5 ans plus tard, moi j'ai l'impression qu'on a reculé sur plein de débats, sur plein de choses, qu'on en arrive parfois même à s'auto-censurer aussi de partager, alors pas spécialement de ne pas publier, mais de ne pas partager sur certains canaux, par exemple les réseaux sociaux, certains sujets en tant que journaliste, en sachant que le débat va être fermé, que ça va être des appels à la haine et autres. Et donc je me dis qu'on est encore pire qu'avant et que probablement ces caricatures de religion, quelles qu'elles soient, on ne les verra presque plus parce que les gens ont peur en fait. Même constat pessimiste, Marcel Sel? Oui, mais moi j'étais pessimiste dès le départ, dès qu'est sorti le slogan « Je suis Charlie ». D'abord parce qu'un slogan, c'est je pense le contraire de ce qui était nécessaire. Il fallait pouvoir dire ce qu'était l'attentat de Charlie. Derrière un slogan, on peut cacher n'importe quoi. On dit « je suis Charlie » et on est blanchi. Et donc, effectivement, l'évolution des réseaux sociaux, je pense, s'est engouffrée là-dedans. On a peut-être omis de dire ou oublié ce que c'était réellement l'attentat de Charlie. Donc c'est en 2015, 8 journalistes ou dessinateurs ou humoristes qui sont abattus pour ce qu'ils ont exprimé. Et ce qu'ils ont exprimé, c'était le fait, finalement, qu'on doit admettre d'être choqué, d'être heurté dans une société. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est toujours, quelque part, la liberté potentiel de heurter un groupe ou quelqu'un ou des gens. Et je pense que on voit à l'évidence dans la vidéo que ça n'a pas été diffusé, ça n'a pas été compris, et qu'aujourd'hui, il y en a encore qui disent, bah oui, finalement, c'est normal ce qui est arrivé, c'est totalement anormal. Ce sont des résistants, des vrais, pas tout le monde se déclare un peu résistant ces temps-ci, mais des vrais résistants. Ils sont morts pour leurs idées, ils sont morts pour qu'on soit libre d'exprimer ses idées au risque de choquer autrui. Eh bien, on va voir l'avis de nos invités politiques, 2 jeunes espoirs de la politique. Alors nous ont rejoint Steve Detry, président des Jeunes MR au niveau national. Il est de Woluwe-Saint-Lambert et dans la vie civile, il est collaborateur de la Première ministre. Et bonjour. Bonjour. À ses côtés, Léla Agic, députée bruxelloise PS, députée depuis le mois de mai, qui a été élue, et qui, elle, est de Molenbeek-Saint-Jean, et qui, dans la vie civile, est députée, c'est son boulot, à plein temps, pas de cumul. On commence par vous, par exemple, Léla Agic. Il y a 5 ans, comment vous aviez réagi et comment vous voyez, comment les choses ont changé en 5 ans? Oui, moi c'est vrai, j'ai ce souvenir d'avoir vu des premières informations tomber sur Twitter ce jour-là et j'étais chez moi et donc j'ai très vite eu ce réflexe d'allumer une chaîne d'infos et de suivre ces informations qui venaient les heures passantes, très choquantes, et c'est ce droit fondamental qui est attaqué dans notre démocratie, à savoir la liberté d'expression, et donc évidemment ce besoin de soutenir Charlie Hebdo, de marcher à Bruxelles. Je me souviens cette belle marche qu'on a eue ici. Alors je suis la première à pas être très sensible à cet humour, honnêtement, mais là ça allait bien au-delà de ça. C'était vraiment le fondement de notre démocratie qui était touché, et donc aujourd'hui je suis quand même heureuse de savoir que Charlie Hebdo vit toujours, travaille toujours, publie toujours malgré les difficultés qu'ils ont eu à affronter. Et c'est vrai que dans le monde de manière générale, quand on regarde ce que vivent les caricaturistes, c'est un peu un thermomètre de la démocratie dans ces pays. Et donc c'est pour ça que c'est très important de soutenir les caricaturistes. Et par rapport à ce qui a été dit, est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien qu'il y a 5 ans en matière de liberté d'expression? Alors, tout dépend. La liberté d'expression, c'est quelque chose de très large. Donc, quand on la voit sur les réseaux sociaux, parfois, elle en est même inquiétante. Parce que quand on se cache derrière des pseudos pour dire tout et n'importe quoi, parfois, ça, c'est inquiétant. Donc, ça à contrôler et à encadrer, à essayer d'éviter certaines dérives. Après, je pense qu'en Belgique, ça va quand même assez bien. Mais aussi, effectivement, au niveau international, il y a quand même encore des choses qui posent question et qui ne sont pas acceptables
acceptable. Alors, l'avis de Steve de Trippe, parce que je vous ai invités tous les deux parce que vous êtes de la jeune génération, on ne vous connaît pas encore bien, donc c'est l'occasion. Et vous, il y a 5 ans, comment vous aviez vécu cet événement? Moi, évidemment, j'ai été marqué, je pense que comme tout le monde, on l'a dit, c'était par rapport, par exemple, à 2001 et les attentats à New York. Là, il y avait les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu nous chercher, peu importe où on était, et on a vraiment commencé à avoir les infos. Vous avez quel âge, Steve de Trippe? J'ai 30 ans. Et vous, 24. 24. Voilà. Bon, voilà, donc parce que 2001, même vous parlez de 2001, vous étiez pas si âgé au moment de 2001. Hein. Non, mais il y a des faits comme ça, voilà, même si j'étais jeune, je m'en souviens encore, de façon peut-être moins précise que pour Charlie Hebdo, mais voilà, c'est des événements qui marquent, et là encore plus, puisque les réseaux sociaux sont vraiment venus, il y a aussi cette espèce de sursaut sur les réseaux sociaux, je suis Charlie, etc., qui nous a vraiment pris, et on a pris conscience de l'ampleur du phénomène, parce que c'est des hommes et des femmes qui ont été attaqués, mais après on a compris aussi que c'était des valeurs, et la liberté d'expression, on en a parlé. Je pense que c'est très important effectivement qu'aujourd'hui on réalise que cette liberté d'expression, il faut la préserver, même pour les caricaturistes. Il faut pouvoir bien sûr évoluer dans un cadre. La liberté d'expression, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi non plus, je pense, notamment négationnisme, etc. C'est normal qu'on ait un cadre, mais il faut éviter, ça c'est très important, que ce cadre se rétrécisse au fur et à mesure et qu'on ne puisse plus rien dire. Et on parlait des trolls et des réseaux sociaux, par exemple, mais moi je suis un peu de cet avis aussi. La liberté, c'est très important pour les libéraux, la liberté c'est aussi la responsabilité. Et donc quand on est avec un compte anonyme par exemple et qu'on s'exprime en tant qu'anonyme, on n'assume pas cette responsabilité qui va aussi avec cette liberté. Et donc moi je suis pour la liberté d'expression, mais je suis pour aussi qu'on assume cette liberté d'expression et qu'on assume ses propos. Marcel Sel qui lui utilise un pseudonyme. Un pseudonyme, et souvent on m'accuse d'être anonyme, alors excusez-moi, je suis anonyme. Difficile que ce soit anonyme. C'est compliqué. Oui, mais alors, au niveau des comptes anonymes, il y a des tas de gens qui utilisent un compte anonymes, donc qui sont sous un pseudonyme et qui se cachent, simplement parce qu'ils n'auraient pas la liberté de dire ce qu'ils veulent si on les reconnaissait. C'est un peu des lanceurs d'alerte. Parce qu'ils sont, non, mais parce qu'ils ont un emploi donné, qui soit leur interdit de s'exprimer, etc. Donc, il y a des comptes de trolls qui diffusent effectivement une idéologie, et il y en a dans toutes les idéologies, mais si on se mettait à réguler ça et à obliger les gens à parler en est-ce qu'on va casser la liberté, c'est ça? Est-ce qu'on leur laisse... Parce que l'économique, c'est quand même toujours aujourd'hui ce qui peut priver quelqu'un de la liberté de s'exprimer. Alors, peut-être, je vais préciser mon propos sur la responsabilité. Alors, il y a une différence aussi entre des gens qui parlent de façon anonyme, mais qui ne sont pas toujours en train d'être sulfureux et de pousser le raisonnement et de tenir des propos qui ne seraient pas acceptables, non pas parce qu'ils prennent une position, mais qui ne seraient pas acceptables fondamentalement sur du négationnisme, sur du racisme, etc. Ça, c'est une chose. Et alors, la responsabilité, il y a une différence entre prendre ses responsabilités et réguler directement pour que les gens prennent leurs responsabilités. Je n'ai pas été jusqu'à dire qu'il fallait légiférer là-dessus. J'estime qu'il y a quand même une responsabilité individuelle à avoir, mais... Évidemment, je veux dire, la question de est-ce qu'il faut légiférer ou non, ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, moi j'estime que sur la liberté d'expression, il y a aussi une responsabilité à avoir individuelle. Et par exemple, les caricaturistes de Charlie Hebdo, ils ne se cachent pas. Alors ils ont des pseudonymes, mais c'est pas des anonymes. Et voilà, ils expriment des idées aussi. Et il faut bien faire la différence sur les idées qui sont exprimées. Léla Gic, vous êtes pour une législation en la matière sur les comptes anonymes? Mais c'est pas les comptes anonymes de manière générale. Hein. Il faut vraiment faire la différence comme il vient de le dire. Moi, quand quelqu'un vient sur Twitter me dire qu'il n'est pas d'accord avec le programme du Parti Socialiste ou avec l'une ou l'autre de mes sorties politiques et qu'il soit anonyme, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, quand il tient des propos sexistes, racistes, ou quand je reçois des menaces de mort derrière un pseudonyme, là c'est quand même c'est punissable. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas puni en fait. Oui, c'est punissable et pas puni. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et donc effectivement, là-dessus, il va falloir quand même avancer au niveau judiciaire. Qu'on puisse reconnaître la responsabilité de la personne. Mais est-ce que ça n'encombrerait pas totalement les tribunaux? Parce que c'est tous les jours et plusieurs fois par jour. Mais les tribunaux sont déjà encombrés. C'est là
On a besoin d'un véritable financement de la justice, que ce soit sur cette question-là, que ce soit sur la question des féminicides et sur bien d'autres questions. On a vu en plus cette semaine qu'on a appris que le parquet avait fait beaucoup de requêtes auprès, plusieurs centaines de requêtes auprès de Facebook et d'autres réseaux sociaux, justement pour avoir chaque fois des informations sur des comptes et autres. Shuna Lomponda, vous vouliez ajouter quelque chose sur la liberté d'expression en général? Je voulais ajouter quelque chose par rapport à cette question qui suscite aussi le débat cher au président français Emmanuel Macron sur la levée progressive de l'anonymat. C'est vrai qu'on en parle beaucoup et comme l'a dit Leïla Hajic, par rapport aux violences, pour enrayer des violences sur des enjeux sécuritaires, surtout que nous sommes dans un contexte de crise. Aujourd'hui, ce serait éventuellement utile, mais lever par exemple de l'anonymat pour des interventions, je dirais, un petit peu comme parlait camarade de jeu Marcel Sell, où on se cache derrière un pseudo, mais plus par rapport pour organiser son travail, je trouve que là, ça n'a pas vraiment de sens. Alors je vous propose de passer à notre sujet suivant, parler du fédéral, où ça avance plutôt lentement. Des éléments d'une note des informateurs ont été dévoilés, les partis ont l'air de rester dans la course, il y a des rencontres entre partis et informateurs. Dans Versus, mercredi, Michel Gaillet recevait les 6 représentants bruxellois des partis représentés au Parlement bruxellois. Et on entendait aussi Steven Van Gars, le journaliste politique de Bruges, donner son avis sur l'avis des Flamands, justement par rapport à cette crise qui dure. Écoutez-le, et juste après la réaction de Céline Frémaux. On n'a pas l'impression que la population veut que ça change, qu'il y aura des manifs pour exiger un nouveau gouvernement. Mais il y a cette lassitude et on n'a pas l'impression que les gens ils s'en foutent en quelque sorte. Oui. Alors il le dit, hein, les gens s'en foutent. Qui veut réagir à ça? À des Bruxellois qui nous regarderaient et qui se foutent d'un pays qui est en crise. Qui a un élément à dire pour peut-être les conscientiser? Céline Frémaux, vous demandez la parole? Mais je pense quand même qu'on ne peut pas se foutre de la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. On est quand même dans un gouvernement en affaires courantes depuis 1 an. Il y a une crise politique qui s'enlise, elle est grave. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une dette qui continue à se creuser avec un État qui est géré minimalement. Et il est temps d'avoir un gouvernement de plein exercice et d'avoir un Parlement qui est derrière ce gouvernement aussi, qui soutient un projet de majorité. Donc moi, à titre personnel, je ne m'en fous certainement pas. Et je ne pense pas que les citoyens s'en foutent. Peut-être qu'il y a une certaine lassitude ou penser aussi que tout ira mieux parce qu'on a déjà connu ça et que ça va passer. Je crois qu'il faut prendre aussi pleinement conscience de ce qui est en train de se tramer. Bon, je crois que vous avez bien compris que Céline Frémaux ne s'en fout pas. Alors, Steve de Trie, est-ce que vous trouvez qu'il faut un gouvernement à tout prix ? Ou bien est-ce qu'il faut vraiment un gouvernement en étant sûr de son programme et il faudra attendre ce qu'il faudra? Alors, à tout prix, il y a une différence entre avoir un gouvernement rapidement et un gouvernement à tout prix. Avoir un gouvernement rapidement, mais je pense que, en tout cas, au sein des libéraux, donc du MR, des jeunes MR, on le dit depuis jour +1 après les élections. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait énormément d'enjeux auxquels il fallait répondre, qu'un gouvernement qui n'est pas de plein exercice ne sait pas répondre à ces enjeux. Il y a aussi des demandes au sein de la population. Et moi, en tant que président des jeunes MR, je dois parler des jeunes. Et par exemple, dans les préoccupations des jeunes, on a tout ce qui concerne le climat, je veux dire même chez les jeunes MR, etc. C'est des préoccupations qui sont importantes. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent pouvoir sortir des études et trouver un emploi qui leur permette de finir la fin des mois. Et aussi un emploi qui est de qualité, etc. Toutes ces préoccupations doivent se retrouver dans un programme. Et donc, pour ça, on a besoin d'un gouvernement. On a besoin d'un nouveau gouvernement de plein exercice. Et donc, est-ce qu'il faut à tout prix? Non, évidemment, c'est normal, avec la fragmentation du paysage politique, que ça prenne un petit peu de temps. Maintenant, il faut voir. Attention, maintenant, il faut voir où le temps a été perdu et où le temps est utile. Mais évidemment, c'est vrai que ça aurait été plus simple de faire, par exemple, comme la communauté germanophone 2 jours après les élections, mais eux étaient déjà dans une dynamique avec un paysage moins fragmenté. Ici, au fédéral, il faut être conscient de ce paysage fragmenté et donc il faut qu'on trouve une solution très rapidement et plus le temps passe, plus le temps presse. Mais faire un gouvernement à n'importe quel prix, non, je pense
pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est normal qu'il y ait le temps des négociations. Les LAGIC a l'air d'accord aussi, pas à n'importe quel prix. Bien sûr, pas à n'importe quel prix. Alors évidemment, on a besoin d'un gouvernement, parce que comme on le disait, il y a évidemment tous ces enjeux climatiques, socio-économiques, de fiscalité, de justice à régler. Donc on a besoin d'un gouvernement, mais on a quand même tous fait campagne sur des programmes, et on ne peut pas juste se dire on forme un gouvernement et peu importe ce qu'il fera au J'ai final. l'impression qu'on découvre qu'on doit former des gouvernements en Belgique. C'est quand même pas nouveau. Je veux dire que les partis aient des programmes différents et qu'ensuite c'est parfois difficile de former des majorités. C'est quand même le soir des élections qu'on découvre les rapports de force. Oui, et la fragmentation du paysage. Je veux dire, il fut un temps où en Belgique on avait un CVP très fort, un PS très fort, et tout tournait autour de ces deux pôles. Et là, le pays tournait mieux. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non. J'explique la différence entre former un gouvernement quand on a une majorité à 2 partis, voire 3 partis, et là où on voit bien que les majorités, il faudra plus que 2 ou 3 partis pour former une majorité cohérente en Finlande, et stable. Ces femmes chefs de parti, à 5 partis, elles ont formé un gouvernement assez rapidement finalement. Enfin, il faut peut-être tout le monde autour de la table, j'ai l'impression, est d'accord pour dire c'est compliqué, il faut un gouvernement, mais personne n'a l'air disposé vraiment de faire le premier pas. Mais ça, c'est un autre problème, c'est de dire effectivement que la situation est complexe, on peut s'en rendre compte. Maintenant, encore une fois, j'ai dit, comme je disais tout à l'heure, il y a des périodes qui ont peut-être été une perte de temps et d'autres qui sont quand même utiles et d'autres périodes qui vont arriver et qui seront probablement utiles aussi. Pour remonter sur votre question, ce qui est inquiétant, c'est qu'on parlait justement de ces réseaux sociaux, est-ce que ça fonctionne sans, est-ce que la population s'en fiche ou pas? Moi, j'ai quand même l'impression de tous les retours qu'on a, effectivement, la population s'en fiche complètement. Ça règle pas non plus l'image que la politique a au niveau des gens qui ont ou qui ne vont pas voter. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette crise va encore enterrer un peu plus la réputation générale de la politique en Belgique. D'une part, certains qui disent en fait, on n'a pas besoin, ça fonctionne, tout tourne finalement sans ce fameux gouvernement. Et d'un autre côté, d'autres qui voient effectivement le fait de ne pas arriver à un gouvernement comme un échec habituel en Belgique en politique. Marcel Sel? Moi, j'ai une question pour vous embêter un peu tous les deux. Est-ce que, vu la composition du Parlement qu'on a découverte il y a un peu plus d'un an, un peu moins. 8 mois. Pardon, un peu moins d'un an. Ça reste un enfant prématuré, il n'a pas 9 mois. Exactement. Excuse-moi. J'essaie de me rajeunir, c'est pour ça. Est-ce que, à ce moment-là, il n'était pas clair qu'il fallait lâcher les programmes quelque part? Je comprends très bien que les partis essayent de pousser leurs programmes, mais quand je vois la note de Georges-Louis Boucher et de Joachim Koons, où visiblement ils essayent absolument de porter une suite à la suédoise avec des partis qui n'en veulent pas. Est-ce que c'est ça, quand je vois des exclusifs, oui, mais quand je vois des exclusifs plus ou moins exprimés au Parti socialiste, parfois oui, parfois non, à la NVA, je me demande si on ne devrait pas simplement aller vers un gouvernement de gestion, c'est-à-dire qu'on laisse tomber les idéologies et on regarde ce qu'on peut faire au niveau de la pure gestion. Elle est logique là-dessus. Oui, mais je pense qu'aussi, il faut se rappeler que dans notre pays, on a d'autres gouvernements, on a des régions, on a des communautés, et ça permet quand même de faire tenir et fonctionner une partie de ce pays. Donc je pense que les gens savent que la Belgique fonctionne quand même à ce niveau-là. Alors effectivement, je pense que traîner, on prend le risque de désillusion encore plus forte de la politique par les citoyens. Mais vous savez, moi, je pense que si des gens qui ont voté pour le Parti socialiste et qui nous verraient tout accepter et ne pas tenir sur des fondamentaux comme la sécurité sociale, les minima sociaux au moins au seuil de pauvreté, ça les désillusionnerait encore plus que de ne pas avoir de gouvernement. Mais les logiques, ça veut dire que c'est les autres partis qui doivent plier et le PS ne doit pas. Tout le monde doit plier. Tout le monde doit faire des concessions. Les autres partis doivent comprendre que nos lignes rouges, c'est pas une question d'égo du Parti socialiste. Nous pensons vraiment que c'est très important pour tous les Belges. Et quand on parle de pension, ça toucherait d'abord les Flamands. Et je pense que si aujourd'hui on veut faire baisser l'extrême droite en Flandre, on doit prendre des mesures socio-économiques. C'est ça que les Flammands qui ont voté. Vous avez raison, la pension à 1500 €,
ceux qui ont voté Vlaams-Belang, c'est ce qu'ils voulaient, puisque c'était Aussi. dans le programme du Donc, Vlaams-Belang. il faut entendre ces choses aussi. Donc, est-ce qu'il faut entendre, Alors, par exemple, la pension à 1500 €? Alors, moi, je ne rentre pas dans les mesures. En plus, je ne vais pas commenter les notes. Les jeunes et mères ne sont pas à la table des négociations. Donc, je n'ai pas vu les notes. Vous voudriez Ça, on pourrait... Il n'est plus jeune et mère. C'est vrai qu'il est jeune et mère. C'est vrai qu'il est jeune et mère. Mais en tout cas, je pense que cette casquette-là, il ne la revendique pas autant que négociateur et président du MR. Au-delà de ça, le compromis, on sait en Belgique que forcément, quand on est dans un système de coalition, on est obligé de passer au compromis. Mais par contre, juste pour réagir sur la remarque de Marcel Sel, moi j'ai peut-être un devoir pour Marcel Sel, c'est un accord de gouvernement de gestion sans vision politique, ou même ne fût-ce qu'un petit peu de vision politique, ça, je dois le voir sur papier. Parce qu'il n'y a rien à faire. On peut avoir des terrains d'entente, et on a sûrement des terrains de dialogue, de convergence, mais sur des problèmes et sur des constats, et vous l'aurez ici... vision politique, oui. Sans idéologie, c'est pas du tout la même chose. Oui. Pour moi. Voilà, je sais pas... Je vais le faire. Promis, je le lirai avec grande attention. On a peut-être un nouveau informateur. On attend la note de Marcel avec Laurent nous regarde. Elle fuitera. Je vous promets qu'elle fuitera la note de Marcel. Non, je crois que ce qui se passe pour l'instant est essentiel, c'est-à-dire que Georges Louis-Boucher et le CDNV vont au bout de leurs notes. Pour exclure ou pas la NVA, c'est un point essentiel à ce moment-ci. Et puis après, si la NVA ne rentre pas dans le jeu, la porte se sera réouverte évidemment aux autres. Et d'ailleurs, on remarque que la communication du PS n'est quand même pas si dure qu'elle pourrait l'être. On l'a encore vu hier ou même ce matin pour certains médias, le président du PS ne ferme pas la porte, enfin l'ex-président du PS, président de la région wallonne, ne ferme pas la porte de la même façon qu'il pourrait le faire en temps normal. Mais alors il y a aussi un autre élément, c'est que vous l'avez bien dit, l'ELAGIC, il y a d'autres gouvernements qui fonctionnent et tous les partis y sont. Donc ça trouve une grande différence par rapport à il y a 5 ans, et donc peut-être ça ne pousse pas non plus à créer le dernier des gouvernants de notre pays. On aura l'occasion d'en reparler de tout cela. Je vous propose de parler un peu de la situation internationale, parce que cette semaine, vraiment, on était au compte de la crise. On a cru même à un moment donné qu'on était à la porte d'une 3e guerre mondiale, avec l'exécution d'un général iranien par les États-Unis, puis une réplique de la part des Iraniens, puis on a appris qu'un avion dans lequel il y avait des Canado-Iraniens à bord avait été abattu sans doute par erreur et accidentellement par un missile iranien. Donc on a vraiment été aux portes de la 3e guerre mondiale. Est-ce que ça vous a fait peur, les LAGIC, cette situation ? Oui, et les décisions du président Trump inquiètent toujours, et c'est déjà, je pense, un miracle qu'en 2020, il n'ait pas déclenché pire crise internationale qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Alors moi je pense qu'une guerre ça ne règle jamais rien et ce n'est jamais bon, et je pense que de par mon histoire personnelle je suis bien placée pour le dire, donc j'espère que... Dites-nous, parce que tout le monde ne connaît pas votre histoire personnelle. Si je suis née en Belgique, c'est parce que mes parents ont dû fuir la guerre dans les Balkans en Bosnie-Herzégovine. J'ai perdu de nombreuses personnes dans ma famille, et la Bosnie est dans un état socio-économique catastrophique aujourd'hui, et rien n'a été réglé par cette guerre, à part des familles déchirées, des personnes qui se sont retrouvées sans rien dans des pays qu'elles ne connaissaient pas et qui ont dû tout reconstruire. Et donc voilà, j'ai ce sentiment de me dire surtout évitons le pire. Donc j'espère qu'on pourra revenir dans des discussions diplomatiques qui pourront apaiser les choses. L'Union européenne a un rôle à jouer là-dedans, la Belgique aussi évidemment. Mais donc voilà, j'espère que les esprits arriveront à se calmer dans les prochains jours. Alors, Steve Trie, est-ce que la Belgique et l'Europe ont eu raison de finalement suivre la décision de Trump, parce que finalement il n'y a pas eu de condamnation à l'exécution de ce général Soleimani? Oui, quand la force est utilisée à un moment ou l'autre, c'est d'office un échec. Je veux dire, je pense que la Belgique et plus globalement l'Union européenne est quand même dans un système de diplomatie, de dialogue, et revendique cette posture, en tout cas de dialogue. Et maintenant, on sent vraiment dans le chef, par exemple, du président du Conseil européen, mais aussi dans le chef de la diplomatie. C'est un libéral, lui? Oui. Rappelez-moi son nom. C'est Charles Michel. Ah, voilà, Charles Michel. Presque encore jeunes libéraux. Presque, c'est vrai. On est beaucoup de jeunes. On dit toujours que c'est un parti de vieux. Mais... On a eu raison d'inviter Steve de Trie aujourd'hui, parce qu'il est le président à la fois de Georges Louis Boucher et de Charles Michel. Pas de juste
Mais donc, c'est cette position, en tout cas, de diplomatie et de dialogue, je pense qu'elle est très importante. Il faut savoir que c'est une région qui est fortement instable et au-delà des malheurs humains et sur le plan des populations qui vivent là-bas, au-delà de ça, il faut savoir que toute turbulence dans la région, ça a aussi des impacts sur l'Union européenne. Il faut savoir que c'est quand même une région, même si ça paraît loin, qui est à la frontière de l'Union européenne. Et donc, je pense que les positions des deux parties actuellement, qui est dans une espèce de désescalade, je pense que c'est positif. Et je pense qu'il faut vraiment, et l'Europe a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là, rentrer dans du dialogue, rentrer dans de la diplomatie et essayer effectivement d'éviter une escalade et peut-être de partir, alors là, dans une course à l'armement nucléaire, parce qu'on sait que l'accord avec l'Iran est fortement remis en question aussi. Oui, sans vouloir sombrer dans des peurs, la situation reste préoccupante. On a pu le voir avec des manifestations qu'il y a eu à Molenbeek, par exemple, où ils exprimaient leur indignation face à l'assassinat de ce général Qassem Soleimani. La Belgique, maintenant, ce qu'il faut savoir, elle est embarquée quand même dans cette coalition menée par les États-Unis contre les djihadistes. Donc, quelque part, je dirais, il y a quand même une interpellation qu'on doit avoir par rapport à tout ce qui est sécurité. Il y a aussi des carences que je trouve en termes de communication par rapport à cette situation, en termes de communication au niveau national et international de ce qui se fait. Par exemple, lorsque on apprend de plein fouet que ce général est tué sans que, je dirais, le citoyen lambda ne comprenne pourquoi et pourquoi il y a des manifestations à Molenbeek comme si, voilà, en se disant que c'est un conflit qui ne nous touche pas, ça prouve bien qu'il y a des carences en termes de communication. Marcel Sel ? Oui, c'est un peu comme s'il y avait eu des manifestations quelque part à Bruxelles sur le fait que l'ambassade des États-Unis avait été attaquée à Bagdad. Moi, j'ai quand même, par rapport à ces manifestations, justement, j'ai quand même une interrogation parce que Soleimani est un soutien du terrorisme, clairement. C'est bien sûr un général iranien, mais enfin, l'Iran est un des deux belligérants responsables, coupables de ce qui se passe au Yémen, notamment. Soleimani était aussi clairement derrière le Hezbollah, derrière Bachar al-Assad qui massacre son peuple. Donc, moi, je voulais vous demander, là, justement, avec votre histoire, est-ce que quand tu as une manifestation en soutien d'une personnalité pareille, est-ce que ça vous pose pas de problème en tant que Oui, évidemment, je pense que quand on dénonce cette décision de Donald Trump d'avoir tué ce général, c'est pas du tout pour le défendre. C'est quand même quelqu'un avec qui on ne partage absolument rien. C'est vrai que ça pose question et moi je suis déjà heureuse que cette manifestation se soit passée dans le calme sans aucun problème, mais évidemment ça pose question quant aux représentations que se font des personnes qui vivent ici de ce qui se passe dans ces pays-là, et je pense que ça arrive à très nombreuses reprises que des personnes issues d'autres communautés ont cet attachement spécial. Et donc voilà, qui ne correspond pas à ma façon de voir la démocratie. Effectivement, ça me pose question, mais au-delà de ça, peut-être réfléchir effectivement à des autorisations ou pas, mais bon. Il y a évidemment, dans ce dossier-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'après le crash de l'avion, il y a des boîtes noires et que l'Iran reconnaît qu'elle n'a pas les experts pour analyser les boîtes noires. Et donc, elle fait appel aux experts étrangers, mais donc il va y avoir des experts venant des USA et de l'Angleterre et du Canada, mais aussi des experts venant de Russie et des pays. Donc là, il y aura aussi une bataille. Et on sait que le contenu des boîtes noires est fondamental, parce que ce n'est pas seulement les images de satellites qui vont décider du sort de l'avion. Oui, enfin, ça, on verra encore dans les prochaines semaines. De toute façon, effectivement, on est plutôt à un moment de désescalade au moment où nous enregistrons l'émission, donc je reste très prudent. Alors, je vous propose de passer à notre rubrique tête d'affiche. Je vous propose à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir une ou un qui a attiré votre attention, qui vous inspire en bien ou en mal. C'est vous, Steve de Trie, qui allez commencer. Je vous propose tout d'abord Nina Derwal, la gymnaste émérite égérie de la sécurité routière, ou alors Luc
Lallemand, le patron d'Infrabel, qui part à la SNCF, ou alors Sarah Grosjean, l'humoriste en froid avec la RTBF, ou Béa Diallo, un boxeur sur le retour, je dirais, mais surtout un boxeur devenu homme politique et qui refait de la boxe ce week-end. Alors, qui choisissez-vous, Nina, Luc, Sarah ou Béa? Alors, je vais choisir Luc Lallemand. Oui. C'est intéressant de voir que pour une fois, c'est pas un humoriste ou des acteurs belges qui vont en France. Là, cette fois, c'est un grand patron d'une entreprise publique. Mais c'est en attendant Stéphane Moreau, hein, je vous laisse responsable de vos propos. Mais voilà, je trouve que en même temps, avoir cette personnalité, ça a permis de remettre aussi certains débats sur la table. Notamment, on a eu cette question de savoir sur le salaire des grands patrons des entreprises publiques. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce débat aussi, car il faut trouver l'équilibre, et je ne dis pas qu'il faut revoir la loi, hein, attention, je suis très prudent là-dessus, mais en tout cas, toujours trouver cet équilibre en ne pas sombrer dans l'indécence, mais en même temps faire en sorte que des gens qui ont des responsabilités puissent quand même exercer et quand même l'attractivité de notre pays et ne pas avoir une espèce de fuite des cerveaux. Ça concerne pas seulement les entreprises publiques, je parle d'un point de vue beaucoup plus général. Mais on peut parler des grands experts, etc. Il aurait fallu hausser le salaire de non, ce je genre dis de ce top débat, manager. et je ne prends pas de pas particulier, mais c'est toujours une question, je pense, qui est intéressante de savoir, et de d'équilibre, et de ne pas rentrer dans certains dogmatismes d'un côté comme de l'autre. Alors, l'élargique vous en propose 4 autres à vous. On commence par Yvan Verhoekstraat, le boss de Medi-Market, qui était sacré manager de l'année. Ou alors Sébastien Pocodioli, un diable, qui débarque à l'Union Saint-Gilloise, un bon joueur de foot. Ou alors Maïnour Özdemir, ex-députée bruxelloise devenue ambassadrice de Turquie en Algérie. Ou Axel Miller, dirigeant d'entreprise distingué, qui devient chef de cabinet au MR. Oh, je sais lequel je choisirais. Voilà. Yvan Verhoekstraat, Sébastien Pocodioli, Maïnour Özdemir ou Axel Miller. Alors Maïnour m'excusera vu qu'elle est la seule femme, mais justement je vais choisir Yves Verhoekstraat parce que donc je le félicite pour son élection de manager de l'année, mais moi ce serait plutôt pour souligner le manque encore aujourd'hui de femmes à de très haut niveau dans les postes de management dans nos entreprises, et notamment le nombre de femmes nominées était quand même très bas, voilà, une seule. Et donc un peu voilà. à contrario que vous le choisissez. Oui, bah, je félicite. Mais voilà, et vous espérez que ce serait une femme l'année prochaine? J'espère que ce sera une femme, et surtout je voudrais encourager les femmes vraiment à prendre la place qui leur revient dans le monde entrepreneurial, mais surtout à encourager les entreprises à mener des politiques inclusives pour permettre à ces femmes de prendre la place qu'elles doivent avoir. Oui, parce que je comprends que vous puissiez... Le débat est important, mais est-ce que vous cautionnez ce qui fait des pharmacies aujourd'hui? Donc, pharmacies, c'est des emplois locaux, donc il y a des petites pharmacies dans tous les quartiers que vous connaissez, et lui est en train de faire en sorte que les petites pharmacies disparaissent. Donc là, vous comprenez... Le projet Medi-Market peut sembler intéressant pour des personnes, parce que c'est vrai, quand on passe, on voit des réductions quand même assez importantes, et je peux comprendre que certaines personnes soient attirées, mais c'est vrai qu'effectivement pour nos pharmacies c'est un véritable problème. Après, c'est assez rare quand même d'avoir des Medi-Market qui peuvent vendre avec des prescriptions. C'est essentiellement de la parapharmacie. Voilà. Mais la parapharmacie fait vivre les pharmacies. Les petites pharmacies, et donc c'est là le vrai souci. Vous voulez mener un débat sur la pharmacie? Non, pas du tout. Non, mais il a raison. Je suis un peu orienté. C'est une bonne question. Et moi, je voudrais vous poser une autre question, peut-être à tous les deux. D'abord, j'ai pas mis Émir Kir dans ma liste, mais j'aurais pu. Hein. Donc, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Émir Kir doit démissionner de lui-même, comme le demande Simone Susskind, l'ancienne députée bruxelloise, ou est-ce qu'il faut attendre l'avis du comité de vigilance du PS bruxellois, comme le dit Ahmed Laouej, ou est-ce que vous trouvez que c'est turcophobe le fait de le faire passer devant ce comité de vigilance, comme le dit Émir Kir? Alors, comme vous le rappelez, d'abord, Ahmed Laouej, le président de la Fédération, a quand même vivement condamné le fait qu'il ait reçu ses maires. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait, et j'aurais souhaité qu'il ne le fasse pas non plus. Mais effectivement, aujourd'hui, dans notre parti, on a une commission de vigilance indépendante qui se réunit, qui va dans les prochains jours remettre son avis, et donc je ne vais pas dire à cette commission ce qu'elle devrait faire. Très bien. Et alors, je vais vous demander à Steve de Tri une autre question, mais c'est sur Maïnour Özdemir, qui est une députée bruxelloise belge qui devient ambassadrice turque.
Ben, c'est surtout ça vous a étonné ou Étonné, pas vraiment, quand on a suivi un peu le parcours, quand on a suivi aussi les prises de position. Je pense que, honnêtement, il y avait déjà cette tendance qui s'exprimait quand Madame était députée pour le CDH. Je pense que ça a précipité aussi son départ du CDH. Et voilà, maintenant, c'est peut-être dans la continuité de son parcours. Et voilà, je ne vais pas, au-delà de ça, pas m'exprimer sur le fait qu'un député devienne ambassadeur, mais en tout cas, là, on a quand même un fil rouge assez étonnant, peut-être sur les statuts et sur les dénominations, mais sur le parcours en tant que tel, peut-être un peu moins. Alors rapidement, 5 infos de la semaine, vous allez me dire si ce qui vous a énervé ou pas, et pourquoi. Tout d'abord, les éternels, habituels vœux du roi au moment de la Noël, soit la fiction au sein d'UCL Confession, qui a fait un peu de bruit chez les étudiants, les incendies spectaculaires en Australie, Carlos Ghosn qui s'est fait la malle au Liban, ou les révélations d'une victime de Gabriel Matzneff. Il y a beaucoup d'affaires qu'il y a eu ces derniers temps. Les Lagiques Bon, évidemment, les incendies sont très frappants, mais je vais quand même revenir sur les révélations d'une victime de ce prétendu écrivain. Moi, je trouve ça très, très sain. Je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, il y ait cette libération de la parole, que cette femme soit quand même soutenue. Et c'est très frappant quand même de voir qu'il y a quelques années seulement en arrière, parce que c'était pas si loin que ça, un homme pouvait écrire ce genre de choses et pouvait être soutenu, pouvait être reçu sur des télés nationales importantes françaises, et que jusqu'à il y a quelques jours, il recevait même un soutien financier de la France en tant qu'ancien écrivain. Et vous, Sylvie de Trier, un autre sujet. Oui, bien sûr, parce que pour l'énervement, je rejoins parfaitement là. Oui. Voilà, on peut s'énerver sur ce sujet-là. Oui. Par contre, pas un énervement, mais c'est vrai quand même très, très touché, très marqué par les incendies en Australie. Je pense qu'on l'a tous été. Il y a eu évidemment des propositions d'aide pour l'Australie. Il faut savoir que l'Australie, c'est quand même aussi la 13e économie mondiale. Hein, donc voilà, c'est pas, on peut pas non plus, c'est pas de l'aide au développement, etc. Non. On a proposé, la Belgique a proposé son aide. Je sais que l'Europe l'a fait aussi, d'autres pays européens. Il faut attendre une demande officielle de l'Australie, parce qu'on ne débarque pas comme ça en Australie juste pour aider avec ces moon boots. Enfin voilà, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne chose que la Belgique ait proposé son aide. Je pense qu'il y a des initiatives privées qui se mettent en place. C'est aussi une bonne chose. Maintenant, voilà, il faut espérer en tout cas que ce phénomène va être enrayé prochainement, parce que c'est vrai que c'est des vies qui sont brisées. C'est aussi de la biodiversité qui disparaît, etc. Et donc ça ne peut que nous marquer. En tout cas. Alors, je voulais vous présenter des vœux, mais on n'a pas le temps. Et j'ai parlé des vœux du roi. J'aurais pu parler du vœu de la présidente de la Confédération helvétique. Je vous recommande d'aller voir ça sur Internet. Elle le fait dans une boulangerie, c'est très intéressant. Et j'aurais pu parler des vœux du MR aussi, des députés du MR. Vous parlez des vœux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Les plus beaux vœux, c'est l'administration wallonne. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. On va parler plutôt rapidement de ce juste après le 1er janvier, le premier buzz de l'année, le premier problème, premier émoi, le premier bad buzz, c'est en fait ce qui s'est passé à Ixelles, avec cette décision du collège d'Ixelles de ne pas envoyer les écoliers ixellois dans les zoos. Alors je voulais un peu avoir votre réaction là-dessus. Est-ce que c'est à la commune et à l'instruction publique de donner ces indications aux écoles pour savoir ce qu'elles doivent faire comme visite parascolaire? Steve de Trier. C'est dommage. C'est vraiment très dommage. Je pense qu'il y a une vision peut-être un peu cadrée et un peu, je ne vais pas dire dogmatique, mais en tout cas, tout est mis sur le même plan. On a beaucoup parlé de Peridaisa. Moi, je connais un petit peu l'institution. C'est quand même un parc animalier qui fait en sorte de vraiment préserver les animaux qui sont dans ce parc animalier, qui sont dans des programmes pour financer d'autres initiatives
initiatives à l'étranger, qui ont même un programme de réintégration de la faune dans son habitat naturel. Donc je pense que c'est deux genres d'arguments qui peuvent quand même éveiller certaines consciences dans le collège ixellois, notamment aussi chez les Verts. Et donc je pense que faire un procès aussi radical sur les parcs animaliers, je comprends s'il y a certains zoos où les animaux sont vraiment dans des cages, sont vraiment dont on ne s'occupe pas, etc. Ça, je peux entendre qu'on n'aille plus dans cet endroit spécifiquement. Mais faire un constat général, je pense que c'est un faux procès. C'est pas un peu démago de la part du MR d'Ixelles de proposer d'amener tous les écoliers, eux, à Paradisa? Ah bah vous pouvez inviter le MR d'Ixelles, lui demander si c'est démago. Moi je pense que... Que pensent les jeunes MR d'Ixelles? Les jeunes MR d'Ixelles pensent qu'effectivement les enfants et les élèves peuvent avoir un contact d'abord avec d'autres animaux que les animaux d'Ixelles, en allant dans des parcs animaliers, etc. Et quand on a vraiment de la pédagogie et quand on a vraiment quelqu'un qui encadre cette sortie et qui fait en sorte qu'on explique, voilà pourquoi il faut protéger cet animal, voilà cet animal est en danger, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le protéger ou le réintégrer dans son habitat naturel. Je pense que c'est une plus-value justement pour les élèves. Alors, la parole à la défense, puisque c'est un collège PS Écolo. Oui, mais vraiment, moi j'étais quand même assez hallucinée de ce buzz de début d'année. On sentait quand même les vacances au sein des rédactions et des avant partis la crise politiques. Internationale. Mais moi, je pense que d'abord, il faut rappeler que les pouvoirs organisateurs ont le droit de choisir les projets pédagogiques qu'ils souhaitent porter. Et moi, quand Ixelles explique qu'il préfère emmener des enfants dans des fermes pédagogiques, visiter le musée du miel ou se rendre dans des lieux d'histoire, de mémoire, moi, je peux tout à fait l'entendre. Et surtout, quand souvent, ces lieux-là ne sont pas des automatismes pour les parents. Donc, rarement, les parents vont se dire on va aller peut-être à tel ou tel endroit, des endroits un peu moins connus du grand public. Et ben, moi, je pense que justement, c'est le rôle des écoles et des pouvoirs organisateurs publics d'amener les enfants dans ce genre de lieux-là. Donc voilà, je pense que Paradisa ne va pas... continuera à vivre très bien sans les quelques écoles ixelloises et que les enfants d'Ixelles pourront continuer à voir des animaux à d'autres endroits. Et ceux de Molenbeek, où vont-ils? Écoutez, je n'ai aucune idée. Je ne suis pas échevine. Voilà. C'est une compétence de la bourgmestre, mais nous, on a par exemple le parc, un grand parc qui se trouve sur notre commune, qui a une petite ferme aussi. Donc, à mon avis, ils y passent aussi. Je suis allée à l'école à Molenbeek et je suis allée à Paradisa. Donc, voilà, si ça peut vous rassurer à l'époque. C'était à l'époque Moreau ou à l'époque Skepman? C'était à l'époque Moreau quand même. Quand même, j'ai eu cette chance. C'était l'autre Moreau, papa. Alors, plus qu'un an avant de passer à la zone 30 presque intégrale, plus que 10 ans avant l'interdiction totale du diesel et 15 avant l'interdiction de l'essence à Bruxelles. Et pendant ce temps-là, on n'arrive toujours pas à harmoniser les règles de parking dans la région. Thomas de Strey, avec le porte-parole de Parking Brussels, et Nicolas Kennertz. Lors de ce court trajet en voiture, nous avons parcouru aujourd'hui plusieurs communes. Tout d'abord Saint-Josse, puis Schaerbeek, pour arriver quelques dizaines de mètres plus loin sur la commune de Bruxelles-Ville. Problème, le stationnement n'a pas le même coût en fonction de la commune dans laquelle on se trouve. C'est le choix des communes de donner le prix de la carte de stationnement. Et effectivement, entre une commune comme la ville de Bruxelles et une commune comme Schaerbeek, ce prix de la carte de riverain peut différer. Pour les zones vertes, voici où l'on en est. Pour un stationnement d'un quart d'heure, le prix est fixé à 50 centimes à Bruxelles, 10 centimes à Saint-Josse et est gratuit à Schaerbeek. Pour une heure de parking par contre, il vous faudra débourser 1 € dans le centre-ville, 1,5 € à Saint-Josse, alors que la facture monte déjà à 2 € à Schaerbeek. Mais pour 2 heures, la différence s'accentue puisque vous ne payerez respectivement que 2 et 2,50 € à Bruxelles et Saint-Josse contre 4 € à Schaerbeek, une addition qui fait mal aux commerçants schaerbécois. J'ai été poser la question à la commune pour pouvoir trouver une solution pour avoir des cartes de riverains, mais ils m'ont dit qu'on serait peut-être mieux d'aller dans un zoning et libérer les places ici pour les riverains. Je pense qu'ils voudraient plus de voitures, juste des places pour des vélos et des petites fleurs au balcon. Une exception a pourtant été faite avec la carte riverain. Ces derniers peuvent toujours se garer dans les rues à proximité de leur domicile, et ce, même sur le territoire d'une autre commune. Mais l'objectif d'une agence régionale bruxelloise du stationnement, c'est de généraliser ça et à terme de travailler plutôt en délivrant des cartes de riverains
par zone, par périmètre autour du domicile qu'en tenant compte des frontières communales. Ce 1er janvier 2020, Schaerbeek est donc devenue la 9e commune de la capitale à faire appel à Parking Brussels pour gérer leur politique de stationnement. Alors le parking, c'est donc communal, on l'a compris, même si c'est une agence régionale. Vincent Liévin, c'est difficile comme situation, non ? Le parking, c'est vraiment un problème. Et moi, je ne veux pas nécessairement parler du prix, mais il y a quelque chose qui est plus important pour moi, c'est le parking à proximité des écoles. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on ne cadre pas mieux un espace plus large où les gens ne peuvent pas se garer et protéger. C'est quand même là qu'il y a encore le plus d'accidents par rapport aux enfants. Et alors, heureusement, là, le parking est gratuit en général, puisqu'on dépose et on repart, donc ce n'est pas sur la question du coût. Mais il devrait y avoir des espaces beaucoup mieux. Il y a des communes, d'ailleurs, dans d'autres villes dans le monde, où les gens ne peuvent pas se parquer à proximité de l'école. Et je trouve que c'est fondamental. Et aujourd'hui, ça ne se fait pas du tout à Bruxelles. Il y a des rues, on est bien d'accord, à Bruxelles, où ça serait impossible de le faire. Mais je crois que vraiment, là, faire un effort, je connais des directrices d'école qui sont obligées de faire la police elle-même pour dire aux parents de ne pas se garer devant. Et donc là, c'est vraiment quelque chose dans le stationnement qui pourrait déjà être une mesure simple et efficace pour la santé, puisque c'est reparti. Moi, c'est plutôt justement sur les prix et toute cette organisation bordélique. Alors, je précise, je n'ai pas de voiture, donc je n'ai pas ce problème techniquement de me garer, mais il y a une volonté de ces différentes communes, en mettant des prix aussi chers, effectivement, de pousser vers l'extérieur les véhicules. À côté de ça, on a des cartes de riverains qui, elles, sont données pour que dalle. Schaerbeek, c'est 28 € par an. À 2 € l'heure de stationnement, vous allez vite rentabiliser votre carte de riverain si vous êtes riverain. Oui, proportionnellement, c'est vrai. Voilà. Et à côté de ça, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de renforcement des bus. Donc pour le moment, à Schaerbeek, pour prendre la commune dans laquelle je suis, on nous invite effectivement à payer, surpayer, repayer et payer encore. Mais je n'ai pas vu plus de bus, je n'ai pas vu une meilleure fréquence, je n'ai pas vu plus de trains, je n'ai pas vu des trains où il y a plus de place. Et normal, ça ne règle pas. C'est pas la commune qui s'en occupe. Tout à fait, mais ça ne règle pas. En attendant, c'est donc les personnes qui habitent, consomment, se promènent, se déplacent dans la commune qui financent ces problèmes-là, ou du moins la solution qui devrait y arriver. Est-ce que pour autant ça va faire fuir les gens qui, pour prendre un exemple, à Mézères, sont seuls dans leur voiture le matin et qui créent des embouteillages énormes? Je ne pense pas. Donc je suis vraiment... voilà. La différence entre 28, je connais des communes où c'est 150 €. Oui. Mais même 150 € à 2 €. Non, mais c'est peu, mais c'est... On va demander justement, alors, à la fois Steve et Leila, nouvelle génération, la voiture n'est peut-être pas l'essentiel, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de fonctionnement ici, clairement, de nos institutions? Sur l'harmonisation, je pense qu'on peut être d'accord que plus d'harmonisation, c'est une bonne chose. Moi, j'ai un exemple très pratique. Si vous allez un jour au siège du MR, avenue de la Toison d'Or, surtout toi, Laïla, juste devant le siège du MR, si vous vous garez à droite, vous êtes sur Saint-Gilles. Si vous vous garez à gauche, vous êtes sur Bruxelles-Ville. Vous n'avez pas les mêmes horaires, ce n'est pas les mêmes tarifs. Si vous payez à Saint-Gilles, mais que vous avez une amende sur Bruxelles-Ville, vous pouvez faire une réclamation à Bruxelles-Ville qui fait tomber l'amende. Et en plus, les parcs-mètres ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que sur Bruxelles-Ville, vous pouvez payer avec votre carte bleue, par exemple, que sur Saint-Gilles, c'est juste des pièces. Et ça, même en 2020, moi, en tant que jeune, je ne comprends pas qu'on ait un parc-mètre où on doit juste payer avec des pièces et qu'on ne sait pas payer avec une carte bancaire. Je veux dire, à l'heure où on paye avec son GSM, c'est hallucinant. Mais voilà, c'est des exemples très concrets qui fait qu'on est dans un espèce de sac de nœuds sur le fait que l'harmonisation des parkings, il faut voir comment ça se fait, mais fondamentalement, sur le principe et sur l'idée, je crois qu'un peu plus d'harmonisation, est-ce que ça veut dire tout remettre à la région ou que les communes se parlent un peu plus et essaient de trouver... ça, je laisse ce débat pour ceux qui sont en responsabilité, mais en tout cas, avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, donc, moi, je pense effectivement qu'il faut harmoniser les politiques de stationnement à Bruxelles. Toutefois, il faut quand même garder des spécificités par commune. Toutes les communes ne se ressemblent pas, tous les quartiers ne se ressemblent pas. Deux rues proches d'un même quartier peuvent avoir des vies différentes, et donc c'est là que je pense que c'est important quand même que les différentes communes communiquent avec le service régional pour pouvoir appliquer ça correctement. Après, je pense qu'il y a quand même eu un manque à Schaerbeek de participation citoyenne autour de la mise en place de cette carte de stationnement, d'information préalable à l'arrivée de ce service régional. Et moi, je sais, il y a ce groupe Facebook que les Schaerbeekois connaissent bien, dans lequel je suis aussi, où je vois plein de questions passer, les gens ne comprennent pas très bien, etc.
etc. Et donc c'est là qu'on voit quand même qu'il y a eu un véritable manque de communication. Et enfin, moi je pense que la question sur laquelle on devrait travailler, c'est surtout simplifier cette carte que l'on peut recevoir quand on a des personnes qui viennent passer la journée chez nous pour les inviter. C'est vrai que devoir se déplacer dans un service pour la chercher, ça c'est un peu plus compliqué. Donc ça, en fait, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la simplification, mais la régionalisation, la globalisation est une bonne chose. On passe à nos coups de cœur. Alors Shuna nous invite à une rencontre exceptionnelle qu'elle organise en plus. Donc, ça tombe bien. Tout à fait, exactement. Mais comme vous le savez peut-être pas ou le savez, le CCLJ, le Centre communautaire l'ex-juif David Susskind, fête son 60e anniversaire. Alors il y aura des festivités qui seront lancées officiellement à partir du 11 février avec des rencontres, des débats, des réflexions et aussi des projections de films. Donc il y aura une soirée d'hommage le 24 janvier à 19h30 autour de la vie, de l'œuvre, suivie d'une projection de film en fait du jeune Ahmed qui a été primé à Cannes, de nos héros cinématographiques nationaux, Luc et Jean-Pierre Dardenne. Donc ça, c'est le 24 janvier. Le 24 janvier à 19h30. Parfait. Alors, vous, Vincent Liévin, vous vouliez nous parler d'un livre. Oui, c'est le livre pour moi de l'année 2019. Ouais, il en tombe. S'il veut bien, il vous en tombe des mains. C'est Un enfant de Francis Van Hoostein et de son épouse, malheureusement sur le décès de leur enfant. Mais pour moi, c'est un livre extrêmement positif parce qu'il parle d'amour, évidemment, mais surtout d'écoute entre deux êtres. Et il rappelle quelque chose de fondamental, c'est que quand en couple, on est face à une douleur ou à un acte inattendu, on réagit différemment, chacun. Mais que si on arrive à s'écouter, même si on peut avoir un décalage de 6 mois dans la souffrance, on peut arriver à rester ensemble et à vivre encore après. Et je crois que chacun, dans notre vie, on peut être confronté à un événement pareil. Et quand on lit ce livre, on comprend que c'est possible de s'écouter et peut-être de continuer ensemble. Alors, toute autre ambiance avec Aurore. Hein, Deux salles, deux ambiances. Quand vous avez fini de regarder cette émission, à partir de 17h, je vous invite à vous rendre à Odergem parce qu'il y a un concours extraordinaire, le championnat de Belgique de lancer de sapin de Noël. Alors attention, vous ne pouvez pas venir avec votre propre sapin, il y a des sapins sur place. L'entrée est gratuite, le premier lancer est gratuit. Alors après, c'est 2 € le lancer, je pense. C'est assez sympa, vous pouvez venir seul avec des enfants, il y a différentes catégories. Et puis... petite astuce, si vous êtes en groupe, là c'est payant, mais il y a une bouteille de cava avec. Et il paraît que quand on a bu, on lance mieux son sapin. Le record à battre, c'est 8 mètres. Avec attention, c'est l'ami qui est dans le groupe. Venez avec le sapin avant de l'avoir mis dans le compost. Hein, Non, il ne faut pas prendre son sapin, justement. Ouais. Les sapins sont fournis sur place. Alors vous vouliez nous parler d'une série. Très rapidement, Marcel. Alors, c'est The Loudest Voice, qui est pour l'instant sur BTV, mais on peut, je suppose, le voir en streaming ailleurs, à propos de Roger Ailes, qui est le fondateur de Fox News. On sait que c'est la télé que Donald Trump regarde beaucoup. Et ça permet de voir comment le journalisme de la alt-right, comme on dit, donc la droite radicale, si pas extrême, américaine, d'abord dit n'importe quoi, ment effrontément, et en plus pousse un certain Donald Trump au pouvoir. C'est 6 épisodes, je crois, c'est magique. Il faut le voir. Très bien. Donc pour ceux qui ont BTV, en tout cas, ils pourront le trouver facilement. Ou en streaming. Alors moi, je voudrais vous parler d'un livre. Ça s'appelle Le Ghetto intérieur. C'est paru chez POL. L'auteur, c'est Santiago Amigorena. Et il a écrit, en fait, les affres de son grand-père, qui était un juif polonais exilé en Argentine en 1928. Et en fait, il vit à distance la Shoah et le ghetto de Varsovie, où sont confinés sa mère, son frère et la famille de son frère. Et lui, il est à Buenos Aires, il est éloigné, il est sans famille, et il vit ce ghetto intérieur. C'est un sentiment de culpabilité d'à la fois échapper à l'extermination, mais aussi de ne pas avoir convaincu sa famille de quitter à temps la Pologne pour venir le rejoindre en Argentine. C'est un très très beau livre. Alors merci à tous. Hélas, on n'a pas le temps de connaître vos conseils, mais je suppose se balader à Woluwe-Saint-Lambert et à Molenbeek serait une très bonne idée. Voilà, merci à tous, les invités, les chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.